Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Viviane est une femme cis hétérosexuelle de 25 ans. Et malgré son jeune âge, elle a vécu 9 ans d'errance thérapeutique alors qu'elle souffrait de vaginisme. Aujourd'hui, elle est heureuse, épanouie et mène brillamment sa carrière d'artiste plasticienne textile. Bonjour Viviane. Bonjour Lucille. Alors je vais commencer par la question rituelle, dont on a l'habitude maintenant, mais on se vous voit ou on se tutoie? On se tutoie. On va commencer par parler de comment ta vie sexuelle s'est construite, et je vais changer un petit peu la première question que je pose d'habitude. C'était quand ton premier orgasme? Alors mon premier orgasme, c'était assez tôt dans ma vie. Je pense que je devais avoir vers 10 ans, dans ces eaux-là. Enfin, j'ai découvert la masturbation très très tôt, vers l'école primaire, dans ces eaux-là. Et ça a toujours été chouette, enfin ça a été une pratique que j'ai eue très vite, sans aucun complexe, je me suis jamais sentie sale de le faire. Et cette masturbation-là, je l'ai un peu poussée petit à petit, et un jour, il est arrivé un truc incroyable, j'ai eu des espèces de vagues dans mon corps, c'était génial. Et c'était ce premier orgasme. Et depuis, j'ai jamais eu... Enfin, j'ai toujours voulu recommencer ce premier orgasme. Et c'est toujours aussi chouette, chaque fois. C'était une masturbation aidée par des objets ou manuels? Non, c'était avec les doigts et c'était sur le clitoris. Et c'est globalement toujours comme ça que je procède, même aujourd'hui. Et c'est toujours chouette. Alors, tu commences à te masturber assez tôt, t'as ton premier orgasme à 10 ans, puis tu continues à te masturber. J'imagine qu'à un moment, l'envie de le partager est arrivée. Ouais, donc l'envie de le partager est arrivée assez tôt. J'ai l'impression que mon imaginaire sexuel s'est développé assez vite. Quand j'étais au collège, adolescente, en fait, j'ai eu un corps qui s'est développé assez vite. J'ai eu de la poitrine, j'ai été beaucoup plus grande que les autres assez rapidement. Et au collège, j'étais une grande fille avec des seins, alors que globalement, les garçons, c'était des petits garçons qui étaient encore des enfants et qui comprenaient pas trop ce qui se passait. Mon rapport au corps a été assez marqué par ça. Notamment quand j'étais au collège, je voyais bien que le regard, notamment masculin, dans la société, était pas du tout celui qu'on portait sur moi dans mon entourage de mes camarades. Et très très vite, j'ai eu envie d'avoir une vie sexuelle. C'est un truc, ça m'a toujours passionnée. Adolescente, je lisais des bouquins en cachette. Enfin, ça m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai eu assez peu d'expérience avant la fin vraiment juste à la fin de ma troisième. Et puis après, il y a eu un premier bisou, d'autres bisous. Alors ton premier baiser, c'est quelque chose de particulier? Ouais, c'est non, je fais de la danse et il se trouve que je faisais de la danse et qu'un garçon m'a embrassée et il s'est rendu compte a posteriori que j'avais l'âge que j'avais. Et que lui avait beaucoup trop. Alors, toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Moi, je devais avoir 14 ans. Et lui, je pense qu'à l'époque, il devait en avoir 25. Mais il s'est pas du tout rendu compte, parce qu'effectivement, je paraissais beaucoup plus âgée. Et donc là, quand il s'en est rendu compte, évidemment, il a paniqué et tout arrêté. Voilà, donc ça c'était vraiment anecdotique comme bisou. Et puis après j'ai eu un premier copain avec qui il y a eu que des bisous. Et puis ensuite quand j'étais au lycée, en fin de seconde, j'ai rencontré l'ami du copain de ma meilleure amie et nous nous sommes mis en couple. Alors ce garçon avec qui tu te mets en couple, vous restez ensemble quelques mois et puis arrive la question de est-ce qu'on passe le niveau supérieur? Est-ce qu'on arrête de juste s'embrasser? J'imagine que vous en parlez. Alors on n'en parle pas, très très peu. En fait c'était un garçon assez pudique et je sentais bien que moi j'avais envie de plein de trucs et que lui, oh là là, c'était très inquiétant. On s'est revus là récemment et on a beaucoup discuté de justement comment on avait géré notre relation à l'époque. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé en fait, on n'a pas beaucoup discuté de grand chose et notamment je suis pas du tout sûre que on ait fait des plans sur comment ça allait se passer. On s'est fait beaucoup de bisous. Moi, j'avais un peu envie qu'il descende ses mains en dessous du cou. Ça a mis beaucoup de temps. Et puis, je pense qu'il y a eu quelques sous-entendus qui se disaient, allez, ça serait cool. Je me souviens que je suis allée chez le médecin pour prendre la pilule à ce moment-là. Et puis finalement, ça s'est fait. On va aborder la fameuse première fois. La fameuse première fois pénétrative, pénis dans vagin, que, en l'occurrence, là, on a déjà dit, hein, il y a beaucoup de premières fois en réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie sexuelle autre que ça, mais c'est un peu la première pierre souvent qu'on considère. Comment ça se passe? C'était quand?
C'était un samedi soir. C'était un samedi soir de soirée chez sa grand-mère. Donc, on avait la maison pour nous tout seuls. On imagine la déco de grand-mère aussi. Ah, on imagine la déco. Et on imagine surtout le lit de la grand-mère dans lequel nous avons fait notre première fois. Qui était un lit, je pense, en 120, avec un trou au milieu. C'était le lit le moins confortable de l'humanité. C'était terrible. Voilà. Et en fait, on a fait une soirée très très arrosée et avec pas mal de drogue, enfin en l'occurrence du cannabis. Voilà, on n'était plus dans un état tout à fait normal, ni lui ni moi, et lui a été hyper malade, et donc lui s'est beaucoup redescendu, et moi, bah voilà, ça a suivi son cours, et puis bah finalement on est allé se coucher, je sais pas, vers 3-4 heures du matin, et puis bah voilà, c'était parti, allons-y. Même si lui avait vomi partout avant, il était quand même motivé. Ouais, il était motivé, et en fait, et je toi pense aussi. que, alors moi aussi, clairement, pour le coup, vraiment carrément motivé, et lui, je pense que ça lui avait fait du bien de vomir, parce que ça avait retiré un peu de surplus de drogue. Et on a tenté. Voilà. Alors, il a fait tout ce qu'il fallait. Enfin, c'était vraiment, du point de vue de lui, comment il a été attentif, c'était une première fois super chouette parce que, voilà, il a toujours fait en sorte que ça se passe bien. Il a fait attention aux caresses, tout ça. Mais sauf que quand il y a eu pénis dans vagin, il n'y a pas eu pénis dans vagin. Voilà. Et en fait, quand il a approché son sexe du mien, ça a commencé à faire hyper mal. Et je me souviens que moi j'étais un peu défoncée, donc je maîtrisais pas trop exactement ce que faire de mon corps, mais je me souviens que j'arrivais pas à me décontracter et que ça marchait pas quoi. Et ça nous a pas paniqué ni l'un ni l'autre à ce moment-là, vu de toute façon l'état dans lequel on était. Donc on a arrêté et puis c'était pas très grave. Mais il y a eu plusieurs tentatives après, donc peut-être le matin suivant et puis surtout les jours d'après. Et là, ça marchait toujours pas. Et avec toujours la même douleur. Toujours la même douleur qui s'amplifiait. Parce que plus on force sur une douleur, plus ça fait mal après, et plus le corps se crispe, évidemment. Et c'est une douleur qui continuait après, même s'il n'y avait pas essai? Ouais. Tu la ressentais après? Ouais, c'était une douleur très très franche sur le moment, comme des aiguilles en fait. On te planterait plein d'aiguilles à l'entrée du vagin, à peu près. Très très agréable. Et du coup, ça restait dans le temps, et maintenant, je sais que effectivement, quand ça arrive, ça arrive encore très rarement, mais quand ça arrive, faut juste arrêter pendant 2-3 jours et puis ça passe et c'est pas grave. Mais sur le moment, on n'avait qu'une seule envie, c'était que ça marche. Donc on a tenté, et plus ça allait, pire c'était, et plus je me crispais comme ça, c'était affreux. Voilà. Et là, on a commencé à se dire qu'il y avait un problème et on n'en a pas parlé. Voilà. Évidemment. Alors tu t'es retrouvée seule avec ce problème, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je me suis dit, bon, il y a un problème. On n'en a pas parlé, mais peut-être que j'ai dû dire, je vais aller voir mon médecin. Et je suis allée voir le gynéco que j'avais déjà vu un peu avant et qui m'avait donné la pilule. Et ce gynéco m'a dit « Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, toutes les premières fois, c'est douloureux, ça va se déchirer, je vais vous donner de la crème cicatrisante. » Voilà, traumatisme. À ce moment-là, t'es terrifiée. Ah, à ce moment-là, je suis dans un état de panique. Parce que t'as connu la douleur avant, tu te dis il faut que ce soit pire que ça. Et en plus, il parle de déchirure qui est quand même extrêmement Enfin, c'est très violent comme mot. C'est ça. Alors, c'était un gynéco qui était proche de la retraite. Je pense que voilà, c'était un vieux de la vieille. C'était un vieux de la vieille qui avait pas spécialement conscience de comment ça se passe un corps de femme en fait. Et le mec, en plus, l'a pris très très à la légère. C'est-à-dire que il s'est pas moqué de moi, mais voilà, c'était pas bien grave, c'était des problèmes de bonne femme. Ah oui, il m'avait dit bon, mettez du lubrifiant quand même. Et donc je suis ressortie de là, je suis allée à la pharmacie et je suis ressortie avec mes deux tubes, un de lubrifiant, un de crème cicatrisante. Et je me souviens de la panique et je suis remontée au lycée parce que j'étais interne à l'époque. Et j'ai envoyé un message à mon copain en lui disant du coup j'ai du lubrifiant et de la crème cicatrisante. Et là à partir de là c'était un traumatisme. Enfin ça a été de pire en pire et au bout d'un moment on a arrêté la pénétration en fait. Enfin la tentative de pénétration. On va faire une pause maintenant dans ton histoire. On va apprendre à mieux te connaître à travers ta vie sexuelle, ce que tu as expérimenté ou pas, avec le premier module basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais. Sauf que du coup, on boit pas. Et en l'occurrence, c'est un j'ai déjà. Donc je t'invite à soit me dire si ça t'évoque des souvenirs ou des fantasmes pour la suite, ou au contraire, si ça t'intéresse pas du tout. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Ouais, donc plusieurs même, garçons. Et ça avait l'air trop bien pour eux, avec les doigts. C'était trop bien pour toi aussi? En fait, ça avait l'air tellement bien pour eux que ça en devenait hyper chouette. Enfin, moi, c'est
C'est pas un geste qui me fait particulièrement fantasmer, mais j'ai toujours eu l'impression, enfin en tout cas dans mes expériences, que l'orgasme féminin et l'orgasme masculin sont souvent différents. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup et que justement l'intérêt c'est de les explorer tous, et j'avais vraiment l'impression en fait de me voir que enfin le garçon qui était en face de moi arrivait à des niveaux de plaisir que moi j'avais déjà ressenti, et c'était trop chouette. C'est un truc qui fait partie de ta sexualité aujourd'hui, un truc que tu fais régulièrement avec tes partenaires? Oui, et avec plus ou moins de bonheur. Parce qu'en fait, moi j'ai tendance à le proposer très très vite et très naturellement, hyper naturellement, voire même de poser nonchalamment ma main. Et il y a des mecs qui serrent leurs fesses immédiatement en mode panique. Oh là là, non. Donc maintenant, je propose... Tu sais qu'il faut une petite discussion avant quand même. Ça m'étonne pas du tout. Et ça va, je pense que c'est en train d'évoluer doucement. Il faut que ça évolue doucement en vrai, parce qu'il y a tellement de trucs à explorer c'est vrai que, du coup, nous, on sait pas quel type d'orgasme c'est tout à fait, parce que là, le corps masculin est un peu différent. Et en vrai, tous ceux qui le pratiquent adorent, quoi. Donc, c'est pas une injonction, mais lâchez-vous, quoi. Ils gagneraient tous à... J'ai déjà été sodomisée. Oui. C'était pas très intéressant. Moi, ça m'a pas donné particulièrement de plaisir, mais pareil, ça avait l'air d'être tellement bien pour l'autre que ça en devenait sympathique, quoi. Mais je le ferais pas tous les jours. Autant pénétrer un garçon, je pense que ça pourrait vraiment rentrer vraiment dans une sexualité du quotidien. Autant la sodomie, non. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Alors j'ai déjà pensé à plein de trucs pendant le sexe. Ma liste de courses précisément, je sais pas. Ah mais non, mais même des cours, des trucs qui n'ont rien à voir, ton emploi du temps, ce que tu veux. Alors oui, j'ai eu des périodes où j'ai pas mal pensé à autre chose, notamment quand les garçons essayaient à tout prix de me pénétrer en m'expliquant non mais c'est parce que t'as jamais rencontré le bon. Ouais. Faut que tu te détendes. Voilà, faut que tu détendes toi, oui, d'accord. Donc j'ai beaucoup pensé à ce genre de choses, notamment mes cours à l'époque. Et puis au bout d'un moment, je pense que je finis par croiser les bras et on arrête. C'est une façon de marquer c'est un stop, je pense. C'est un stop clair. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Alors oui, beaucoup. Je pense que quasiment à chaque fois. Mais c'est pas parce que je kiffe pas le moment, c'est parce que j'ai besoin de mettre dans une espèce de fantasmatique avec des images que j'aime bien. Alors c'est ni des célébrités, ni des gens que je connais, c'est des gens random qui sont voilà que t'as genre croisé dans le RER avant de venir, des choses comme ça. Non, c'est vraiment des gens que j'invente dans ma tête. D'accord. Et qui sont là et qui reviennent régulièrement. Là, j'ai tout un tas d'histoires dans mon cerveau. Ils ont un prénom ou même pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est juste, en fait, j'ai des lieux pour tout raconter. J'ai des maisons dans ma tête et j'ai des chambres différentes et il se passe des trucs différents dans chaque lieu et avec des gens différents. Donc t'as inventé ton propre univers de fantasmagorique lié au sexe? Tout à fait. C'est très intéressant et très chouette, je trouve. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Eh ben, pas vraiment. Si, le seul endroit plus ou moins prévu pour, c'est dans des campings de festivals, où toutes les tentes sont collées les unes aux autres, et où du coup, officiellement, c'est ta tente et c'est ton duvet, donc t'as bien le droit de faire ce que tu veux, mais dans les faits, à moins d'1 mètre, il y a quelqu'un d'autre. Et c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien. Des fois, je mets des écouteurs et comme ça, je me sens un peu dans ma bulle. Mais c'est rigolo d'avoir... Et tu t'autorises à faire du bruit? Pas trop. Pas trop. Parce qu'il m'est déjà arrivé dans des campings de festival d'avoir des gens de la tente d'à côté qui faisaient beaucoup de bruit et de pas trouver ça génial. Donc non. Donc tu respectes quand même le consentement des tentes d'à côté. C'est ça. Bon, Viviane, on va reprendre le fil de ta vie. Et là où on s'était arrêté, tu sortais de chez le gynécologue que tu avais vu pour prendre ta pilule au départ, pour lui raconter que tu n'arrivais pas à te faire pénétrer, que la pénétration n'était pas possible, et qui t'a donné 2 tubes de crème, une crème cicatrisante et une crème lubrifiante, et que là, je t'ai retrouvée complètement démunie, avec un vocabulaire un peu barbare aussi, et sans explication aucune de ce qui se passait dans ton corps. Ou pas, d'ailleurs. Alors ensuite, donc avec mon copain de l'époque, on est restés ensemble un bon moment, et on a construit une sexualité qui était quand même très chouette. Le seul bémol, c'est qu'en fait, moi, je me sentais très coupable de pas réussir à accueillir une pénétration. Et donc, moi, je me sentais pas bien dans mon corps, dans ma féminité, dans plein de choses. Mais sinon, rétrospectivement, en fait, c'était très chouette parce que c'était une sexualité avec du plaisir à chaque fois, pour les deux.
Et lui te le faisait pas, mettait pas ça sur tes épaules, je veux dire, il t'a pas reproché ou quoi que ce soit? Non, il a jamais reproché. Et alors, rétrospectivement, je sais qu'il en a souffert parce qu'en fait, il comprenait pas. Comme ça, je peux pas lui en vouloir. Et c'est ça, moi-même ne comprenant pas, il m'en veut pas du tout de ça. Pour moi, c'était un problème dans notre couple parce que je me sentais pas bien de pas réussir à. Mais lui n'a jamais été coercitif, n'a jamais tenté de me forcer, pas du tout. En fait, il y a eu un moment où on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Bon, puisque ça ne marchait pas, on a fait autre chose. Et c'était vraiment cool. Après, bon, notre couple n'a pas tenu pour plein d'autres raisons. Histoire de lycée. Histoire de non-communication. Donc, on s'est séparés en fin de terminale. Et après, je suis rentrée en prépa. Et en prépa, alors là, pour le coup, c'était non seulement il y avait ce problème-là, mais il y avait aussi le problème stress des études. C'était assez affreux. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que puisque on est déjà dans une période compliquée avec la prépa, allons-y, mettons en chantier tout et allons voir une gynéco. Enfin, passe ce cap-là. Ce que j'ai fait. Donc là, pour le coup, j'ai vu une femme qui était quand même déjà un tout petit peu plus douce, mais qui m'a mis sur les étriers en me disant « Mais détendez-vous, enfin !» Oui, non, je suis pas descendue, je suis désolée. Voilà, elle m'a dit « Mais détendez-vous, baissez les fesses, enfin, je vais pas vous manger. » Non, certes. Tu lui avais raconté pourquoi t'étais venue. Bien sûr, bien sûr. Elle savait qu'il y avait... Évidemment. Mais bon, détends-toi. Détends-toi, je ne vais insérer qu'un spéculum. Bah oui, évidemment. Et donc elle m'a dit, non, mais je peux passer un petit spéculum de vierge. La première taille de spéculum. Voilà, ces mots barbares. Et elle me dit, non, donc y a pas de problème. Si ça marche pas, c'est que vous faites du vaginisme. C'est dans votre tête. C'est un problème psychologique, vous allez voir une sexologue et puis au revoir madame. Voilà, donc il y avait un premier mot, déjà c'était bien. Donc après c'est dans votre tête, c'est jamais bien pris. Enfin, tu peux pas le prendre bien, tu sais pas. Voilà, exactement. Donc je me suis documentée, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un truc qui était dans ma tête, si c'était vraiment ça. Donc c'était des contractions réflexes du vagin. Et moi, j'avais un vaginisme primaire, donc ce qui veut dire que c'est arrivé pour la première fois, parce que chez certaines femmes, ça fait suite notamment à des violences sexuelles, des choses comme ça. À des traumatismes, post-accouchement aussi. Aussi, ouais. En fait, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme dans leur vie, mais par épisode. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et qui n'en parlent jamais, qui en souffrent sur du très long terme aussi. Donc je me suis rendu compte que c'était ça, que il fallait aller chez le sexologue, donc j'y suis allée. Donc j'ai commencé à voir une sexologue à ce moment-là. Ça n'a pas été très probant. J'ai commencé à raconter des choses de mon enfance, tout ça, et puis ça ne changeait rien. Et à un moment, c'est devenu un peu cher pour moi, cette thérapie, qui était pas du tout remboursée. Et puis, la prépa m'a un peu prise. Est-ce que cette personne t'a proposé des choses pour t'aider, ou est-ce que c'était juste une thérapie où tu parlais Ouais, c'était que une thérapie. En fait, c'était l'équivalent d'une psychothérapie, alors qu'il m'aurait fallu, à ce moment-là, une thérapie comportementaliste avec, justement, proposer pas mal de choses. Après, je lui jette pas la pierre à cette pauvre dame. Je pense qu'il y a plein de soignants et de thérapeutes qui, en fait, ne savent pas ce que c'est. Mais quand on est sexologue, peut-être ça serait intéressant de savoir un peu. Surtout qu'en fait, il y a des outils très très clairs, des outils qui fonctionnent et qui permettent de s'en sortir. Alors à ce moment-là, tu commences à entrer dans cette espèce de spirale où tu vas voir des médecins, où régulièrement tu travailles sur toi, tu prends des rendez-vous. Est-ce qu'à côté, t'as une vie sexuelle ? Oui. Alors j'ai une vie sexuelle qui est non pénétrative. Généralement, la première fois, le garçon me dit « Mais c'est parce que t'as jamais connu le bon. » Voilà, donc on tente, ça ne marche pas. Et avec puis ma bite magique, ça va marcher. Voilà. Beaucoup d'enthousiasme. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a eu des petites avancées, notamment, je sais, quand j'ai perdu ma virginité officiellement, c'est-à-dire quand mon hymen s'est rompu. Mais il n'y a pas eu pénétration quand même, il y a juste eu... ça a plus forcé que d'habitude, disons. En gros, et puis une fois ces premières fois passées avec des garçons différents, généralement on passait sur une sexualité sans pénétration et c'était cool aussi. Même si j'ai eu pas mal d'expériences et globalement j'avais vraiment l'impression d'atteindre pas mal de garçons dans leur virilité. C'est-à-dire que le fait qu'il y avait pas pénétration, c'était très très difficile pour eux, alors même qu'ils trouvaient du plaisir à chaque fois. Même qu'ils avaient un orgasme, même s'ils avaient atteigné l'orgasme, il manquait quelque chose pour eux. C'est ça. Parce que moi j'ai toujours considéré que j'ai toujours masturbé avec la main, avec la bouche, et eux je sentais que il y avait une histoire de possession et que la possession était pas finie si c'était pas pénis dans le vagin. Donc ça a pas été très rigolo pour ça, et puis moi je me sentais vraiment pas bien et j'avais assez régulièrement des espèces de sentiments de pas vraiment être une femme.
Alors, ce qui rétrospectivement me semble absurde, mais c'était vraiment cette image sociale qu'on a que, une femme ça doit être pénétrée et que, là en l'occurrence c'était pas possible et que donc j'étais pas vraiment accomplie. Je vais poser une question un peu intime, mais là on est là pour parler d'intimité. Est-ce que t'essayes toute seule de te pénétrer? Pas trop. Alors de temps en temps, j'ai toujours vérifié que je pouvais passer un doigt. Ça a toujours fonctionné. De temps en temps, j'essayais je sentais que ça le faisait, mais en fait, je n'ai découvert que très très récemment quand ça pouvait être cool la pénétration. Et comme avec les doigts, ça me faisait pas grand chose, si ce n'est que je sentais mes doigts. Comme ça a jamais été dans une dynamique de plaisir à ce moment-là, j'avançais pas spécialement dans cette direction-là. En fait, j'avais lu pas mal de documents de gens qui avaient du vaginisme. Et j'avais lu beaucoup des femmes qui disaient oui, soudain il y a eu un déclic un jour. Comme beaucoup, j'ai attendu le déclic et je me disais un jour, soudain, il va y avoir un mec incroyable avec une bite magique et ça va marcher. Et donc j'étais un peu dans cette attente-là et moi comme j'avais une masturbation qui me convenait et qui me donnait du plaisir, j'ai jamais trop tenté autre chose. D'être toi la bite magique. Ouais, d'être moi la bite magique. Mais finalement... Faut pas spoiler. Alors après avoir vu une sexologue, mais sans que ce soit très probant pour toi, tu continues quand même de travailler sur toi et de faire ton tour de France des médecins, en allant voir d'abord une psy. Oui, j'ai commencé une thérapie et j'ai beaucoup parlé de mon enfance, de plein de traumatismes qui étaient liés à une enfance qui avait été assez étouffante, et à ce moment-là, j'attendais un peu que libérer cette parole-là fasse que magiquement mon corps s'en sorte. Et ça marchait pas. Mais je sais que ça a été très important de libérer ça parce que je me suis souvenue de choses que j'avais complètement oubliées notamment. Pas des gros traumatismes, mais une accumulation de petites choses qui avaient fait que le sexe c'était pas forcément si évident que je ne le pensais de prime abord. Et donc j'ai vu plusieurs psys parce que j'ai déménagé plusieurs fois. Et en fin 2016, je suis arrivée en Île-de-France et il me fallait reprendre la pilule, je crois. Et donc je suis allée chez une gynéco. Et là, ça a été la révélation. Donc je suis rentrée dans son cabinet et je suis ressortie de son cabinet. J'avais l'impression qu'on m'avait retiré 50 kilos de mes épaules parce que déjà, elle m'a écoutée. Elle m'a dit, effectivement, c'est des pathologies et effectivement, ça se soigne. Et elle m'a dit, moi je pense qu'en fait, c'est pas du vaginisme, enfin en tout cas c'est un vaginisme secondaire et que le vaginisme a fait suite à un problème et non pas que ce soit uniquement du vaginisme. Et elle m'a dit, je vous envoie chez la spécialiste de la question qui était à l'époque à Créteil. T'arrives facilement à avoir un rendez-vous avec cette spécialiste des maladies gynécologiques rares? Alors j'ai mis quelques mois à avoir ce rendez-vous et j'y suis allée et là c'était incroyable parce que c'était une femme qui savait de quoi elle parlait, qui déjà m'a auscultée de manière correcte en prenant en compte le fait que j'étais terrifiée, que tu veux dire qu'elle t'a pas inséré direct un spéculum? Voilà, elle y est allée hyper doucement et à la fin elle m'a dit en fait vous souffrez de vestibulodynie. C'est une maladie, on sait pas bien d'où ça vient. C'est une maladie qui fait que les muscles périnéaux, à un moment, se crispent complètement, donc c'est une hypertonie périnéale, et ça génère des douleurs assez fortes, donc moi j'ai eu de la chance parce que c'était des douleurs qui ont jamais impacté mon quotidien, mais il y a des femmes chez qui ça impacte le quotidien parce que c'est trop douloureux vraiment dans la vie de tous les jours. Et donc elle m'a dit, en fait vous avez ça se soigne. C'est embêtant, mais c'est pas insurmontable. Et elle m'a donné des rendez-vous chez une kiné à Paris. Et là, c'était formidable. Là, ma vie s'est ouverte. On va faire une nouvelle petite pause dans ta vie, toujours pour apprendre à mieux te connaître à travers tes expériences, ou pas, ou tes envies, ou pas. On va faire la suite du premier module, donc la suite du jeu Je n'ai jamais. Avec d'autres affirmations bien sûr. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non, il y a déjà eu des photos nues, mais jamais. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais il faudrait que ce soit bien fait. Toute la question est toujours la bonne lumière, du bon cadrage. Et s'il n'y a pas une troisième personne pour faire tout ça, c'est compliqué. Et en même temps, je sais pas si j'ai très envie qu'il y ait une troisième personne. Donc peut-être un jour... Peut-être une personne qui maîtrise vraiment très bien la lumière et qui peut tout gérer en même temps, c'est-à-dire le sexe, oui. La lumière, le cadrage et tout. Il y en a, ouais. Ça existe. Carrément, peut-être, mais il et elles sont rares. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement, évidemment. Oh oui.
Surtout pendant le confinement. Faut admettre. Oui. La personne était contente. Oui, la personne était contente. Et moi, j'ai reçu des photos bien cadrées avec des belles lumières et c'était cool. Et t'étais contente. Et j'étais contente aussi. En retour. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Donc plutôt pas au domicile du coup. Mais ça peut être aussi au domicile dans des endroits un peu pourris, genre les salles de bain trop petites, les cuisines tout petites aussi. Alors oui, j'ai déjà fait l'amour dans un lieu de culte. Voilà. C'était très cool. C'était fantasme absolu, donc fantasme absolu réalisé. Et sinon, je crois que à part cette fois-là, j'ai plutôt fait l'amour dans mon lit en fait, ou sur le canapé. En vrai, c'est quand même une barre assez haute. Donc même si c'est la seule, elle est quand même assez conséquente. C'est très beau. C'est un fantasme assez connu, mais moi par exemple, les églises jamais. Mais je vais le mettre sur ma liste. En même temps, il fait frais en été, quoi. C'est assez pratique. Enfin, c'est... Ah ouais, non, mais là, en ce moment, sous les toits on cuit, et bah, les lieux de culte, c'est vachement bien, c'est frais. Petit conseil pour les gens qui hésitent. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. J'ai assez peu utilisé de matériel, en tout cas assez peu de sextoy, tout ça. Par contre, j'ai beaucoup pas utilisé de matériel alors que j'aurais dû en utiliser, et notamment j'ai beaucoup pas mis de capote, et c'est moche, et j'aurais pas dû. Donc c'est un souci de non-matériel. Bah alors, le vaginisme a fait que pendant longtemps, quand il n'y avait pas de pénétration, c'était un peu flou si on en mettait... Bon, dans l'occurrence, il aurait fallu, parce que à partir du moment où on fait une fellation, ça peut être dangereux, mais bon. Voilà, et en fait, le fait d'avoir eu plusieurs expériences sans capote, ça a fait que c'est un peu sorti de mon paradigme. T'as pris des mauvaises habitudes. Et j'ai pris de très mauvaises habitudes, et comme souvent les garçons sont pas hyper chauds pour en mettre, faut admettre, enfin c'est eux, ils poussent pas à la roue pour qu'il y en ait une, et je me suis retrouvée plusieurs fois à me dire, en fait c'est pas cool quoi. Et après coup, ça veut dire attendre de pouvoir faire des tests, et donc flipper pendant des mois, pour 10 minutes de plaisir, franchement ça vaut pas le coup de flipper 3 mois, mais... Donc on met des capotes. Et on met des capotes et on en remet. Pas l'une sur l'autre, parce Non. que ça ne marche pas. Mais on pense à bien mettre une capote, effectivement. Quand on connaît pas la personne, une capote pour la fellation, effectivement, c'est conseillé. Se protéger pour le sexe oral, c'est conseillé. Et se faire dépister, en général, c'est conseillé aussi. Surtout que maintenant, c'est quand même de plus en plus facile en vrai. Hein. Donc, il n'y a pas d'excuse, quoi. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non, mais ça... Limite. Mais ça aurait pu. ouais, limite. Je pense qu'il y a eu... Ah, tu t'appelles comment? Très bien. Oui, j'ai déjà fait l'amour avec des gens que je connaissais vraiment pas beaucoup, en mode soirée. J'ai jamais lié le fait de faire l'amour avec quelqu'un du fait d'être amoureux. Et pour moi, c'est vraiment deux trucs très différents. C'est un plaisir du corps quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on connaît pas et que potentiellement on connaîtra pas vraiment après. Et c'est quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus complet de faire l'amour avec quelqu'un avec qui on partage une vie, quoi. Dans ce cas-là, on connaît son prénom. Et dans ce cas-là, on connaît son prénom. On reprend le fil de ta vie au moment où une gynécologue, spécialiste des pathologies gynécologiques, t'annonce enfin ce que tu as, que c'est bénin, que ça se soigne, et te donne rendez-vous chez une kiné. Comment ça se passe? Qu'est-ce que la kiné te propose comme soin? Alors, c'est une kiné qui est merveilleuse. Tout est bien dans ce cabinet. C'est un endroit hyper joli, dans un fond de cour à Paris, avec une odeur géniale, que j'ai... Enfin, c'est un spray aux huiles essentielles dont elle m'a donné la référence et que j'ai encore aujourd'hui. Et quand je le mets, je suis toujours dans cette ambiance hyper apaisante, notamment de son cabinet. Et donc, en fait, elle me dit, ce qui va se passer dans les séances, c'est que elle va commencer par faire une décontraction périnéale. Donc elle va insérer petit à petit un doigt, puis deux, puis plusieurs, et elle va étirer les muscles, donc pas de manière random, elle va vraiment aller tirer certains muscles dans des directions différentes. Donc ça va se passer sur une vingtaine de séances. Au tout début, je suis hyper crispée, je suis très inquiète, elle passe à peine un doigt que ça y est, je suis en boule d'angoisse. Et puis petit à petit, comme elle y va hyper doucement, évidemment elle explique ce qu'elle fait. Quand je suis un peu crispée, elle parle avec moi, elle me fait parler sur plein de choses. Donc petit à petit, ça se détend. Et je me souviens que c'était dingue parce que il y avait vraiment des paliers, c'est-à-dire que soudain, hop, ça faisait plus mal et on pouvait passer à la suite. Alors je sais pas
exactement pourquoi, mais en tout cas les muscles lâchaient de temps en temps, et elle disait je sais pas si vous avez senti, mais là je sens que c'est bon, lui il a lâché, effectivement. Et donc en gros la première partie ça a été elle qui travaillait, donc je la voyais toutes les semaines, elle étirait les muscles de mon périnée, et puis à un moment elle m'a incité à acheter des dilatateurs. Donc en gros c'est un set de 6 bougies qui ressemblent à des godes, même si ils sont beaucoup plus petits, enfin en tout cas le premier est beaucoup plus petit, et après ça s'échelonne en taille. Par contre c'est pas très glamour, c'est pas très beau comme objet, c'est vraiment pas du tout un objet de plaisir, c'est un objet... D'ailleurs je pense que ça mériterait d'être un peu plus un objet de plaisir, et moins un truc, un bout de plastique pas très beau, rose. Parce que c'est souvent utilisé pour les rééducations, en l'occurrence aussi pour les personnes trans qui font un changement de sexe, et c'est vrai que c'est pas des trucs très glamour. Et puis c'est livré dans une boîte pas très belle, mais bon. Enfin, tout est très médicalisé, en tout cas. C'est ça. Après, je pense que pour certaines personnes, c'est important que ce soit médicalisé parce que on n'est pas tout de suite dans un domaine de plaisir, on est d'abord dans un domaine juste de corps qui se reconstruit. Bon. Moi, j'ai mis une jolie pochette avec des petites fleurs dessus. C'était bon, c'était pas... Et donc, petit à petit, tu fais des exercices chez toi en plus des siens. Tout à fait. Donc, on fait des exercices tous les jours, à peu près. En gros, on insère des bougies de plus en plus grandes, enfin, de plus en plus larges. Et donc, c'est pareil, c'est par étapes. C'est-à-dire que je me souviens encore de cette espèce de joie incroyable quand ça y est, j'avais réussi à passer au suivant. Et puis, un jour, j'ai réussi à passer au dernier. Et là, la kiné m'a accompagnée en fait sur le début de ma vie sexuelle pénétrative, c'est-à-dire qu'elle m'a pas lâchée dans le grand bain en me disant on se revoit plus. Déjà, elle m'a montré des questions d'angle de bassin qui sont effectivement très logiques quand on sait le faire, mais quand on sait pas le faire, que ça fasse le moins mal possible. Et pour que en fait sur des questions d'angle ça rentre. Et ça, je lui sais gré de m'avoir expliqué ça. Merci. Puis elle m'a expliqué qu'en fait, c'était surtout une histoire de fréquence et que ça reste un muscle. Donc c'est comme quand on fait du sport, quand on s'est arrêté de courir pendant un petit moment, le retour à la course est parfois un peu douloureux. Et donc elle a vraiment fait en sorte que je me lance dans la sexualité pénétrative de la manière la plus sereine qui était, c'est-à-dire voilà, je suis guérie, maintenant je sais que si ça coince de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Et en fin 2017, mon compagnon de l'époque est venu me voir parce que j'étais en stage dans une ville assez loin, et on a fait pour la première fois l'amour avec pénétration. Et là, mais je me suis sentie, c'était enfin ma vie s'était alignée. J'étais de nouveau dans mes chaussures et c'était chouette. Donc avec ce compagnon de l'époque avec qui tu vis ta première pénétration, vous restez ensemble 3 ans et demi, et puis cette histoire s'arrête. Mais tu continues après coup à tu ressautes dans le grand bain, tu rencontres des gens, tu essayes des choses, et là tu as une vie pénétrative. Oui, celle que t'avais jamais eue avant. Tout à fait. Et en fait, avec donc ce compagnon, on a gardé une sexualité qui était à la fois pénétrative et à la fois pas. Parce que voilà, c'était aussi une histoire d'habitude, je pense. Et puis parce que ça nous convenait très bien tous les deux, et que c'était chouette comme ça, et qu'on avait du plaisir comme ça, donc c'est très bien. Et en fait, quand je suis re-rentrée dans le grand marché du sexe et des relations amoureuses, comme c'était bon et que j'avais plus de problème avec la pénétration, c'est devenu un peu plus normé, dans le sens où comme j'interdisais pas dès le début en disant que c'était pas possible, il se trouve que effectivement j'ai une sexualité pénétrative. Pour le coup, je me suis rendu compte que, effectivement, ce que la kiné m'avait dit était juste, c'est que plus on pratique et plus ça se détend. Et donc c'est petit à petit, j'ai senti que les muscles de mon périnée se détendaient vraiment complètement, et que ça devenait un non-événement absolu d'être pénétré. Non-événement dans le sens pas de douleur, et après événement dans le sens plaisir. Parce que tu finis par avoir un orgasme pendant une pénétration. Ouais. Alors ça m'a laissé complètement sidérée, parce qu'en fait, je m'y attendais tellement pas. Alors, pour l'instant, je sais pas encore déclencher cet orgasme, même si je sens qu'il y a des potentialités incroyables de répétition de l'orgasme. Je sens que tout un univers s'est ouvert à moi. Mais c'est une sensation assez agréable, parce que je sens qu'il y a un avenir et que j'ai pas tout découvert. Je trouve ça très chouette, en fait, d'être dans une position où il y a des trucs encore un peu cachés, et en fait, peut-être que ça va être encore mieux après. Tu le dis de façon très joyeuse, il y a un plaisir à te regarder dire ça, je te jure, c'est vraiment genre, il va se passer plein de trucs, trop bien! Ce premier orgasme par pénétration, il arrive début 2020.
2 ans après la première pénétration. Et depuis, une vie d'expérimentation, de découverte de l'orgasme s'ouvre à toi. T'en as eu plusieurs depuis ce premier orgasme. Il y a eu des nuits où j'en ai eu plusieurs dans la nuit, et c'était trop bien. Et globalement, je pense qu'une fois sur 2, maintenant, j'arrive à l'atteindre. Même si c'est encore un peu flou de comment j'y arrive, mais ouais, ça commence à avoir une bonne fréquence. Et c'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Il y a des femmes qui vont être jalouses, je te le cache pas. On va parler donc de ta dernière fois maintenant. C'était quand ? C'était samedi dernier. Donc il y a quelques jours. Ouais. C'était avec qui ? Alors c'est avec mon copain actuel. Qui n'est pas le même que celui de la première pénétration du coup. C'était chouette. Petite dédicace à lui, au voilà, fait, c'était merci. Chouette. C'était prévu, c'était organisé ? Alors c'était un peu prévu dans le sens où il était là pour quelques jours, donc c'était un peu logique que ça vienne. En fait, c'est la dernière fois avant qu'on se quitte pour repartir dans nos pénates respectives. L'orgasme, pour le coup, c'était pas par pénétration, mais je découvre de manière incroyable toute une potentialité de jouissance sans forcément d'orgasme par la pénétration. Je sais pas, ça a duré assez longtemps, une jouissance vraiment chouette, mais sans orgasme parce que j'avais plus de force. Et puis après, il y a eu un orgasme par caresse. Donc c'était vraiment parfait. Merci. Si tu m'entends. Maintenant que t'as débloqué un peu cette question de l'orgasme, après avoir débloqué la pénétration, est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qui va devenir comme un terrain d'expérimentation pour toi, qui va devenir plus important que le plaisir que tu t'apportais manuellement, que tu recevais manuellement ? Que moi je m'apporte dans la masturbation, non, parce que c'est clair que je pense que je vais garder ma masturbation comme elle est. Enfin, en tout cas pour l'instant. Après, oui, je pense que en tout cas, maintenant, la recherche de cet orgasme-là va prendre un peu le pas parce que j'ai trop envie de savoir comment ça marche. À terme, je sais pas, parce que je me sens vraiment déculpabilisée parce que j'ai passé des années d'errance et thérapeutique et intime à me dire je suis pas normale, je dois culpabiliser de qui je suis, ça marche pas. Et en fait là, comme je me rends compte non seulement que ça fonctionne, mais aussi que en fait il y a pas de personne normale pour qui ça marche tout le temps avec parfaitement épilé et dans la bonne position qui va bien, multi-orgasmique à chaque fois, voilà, toujours bien poudré à la fin. En fait on est tous des corps et toutes des corps, et tout le monde fonctionne plus ou moins avec bonheur à plus ou moins dans des situations différentes. C'est vraiment je me suis déculpabilisée, et donc je sens qu'en fait ça devient beaucoup plus naturel et beaucoup moins crispant, ce choix-là, et que il se trouve qu'il n'y a pas eu pénétration, il n'y en a pas eu, il se trouve qu'il y a eu, voilà. Donc c'est plutôt ouvert maintenant. T'as gagné en sérénité avec devant toi un vaste terrain de jeu sur tous les sujets en plus, parce que j'imagine que le fait que tu aies gagné cette sérénité vis-à-vis de ton corps et du fait que t'étais apte à la pénétration fait que tout le reste aussi existe, te procure du plaisir. Donc tellement de belles années devant toi, et on le sent dans ta voix, en plus on le sent, avec en plus une histoire sentimentale qui se joue actuellement, qui est aussi une sexualité différente, encore une fois, à expérimenter. Franchement, l'été 2020, ça s'annonce magnifique. Ah ouais, carrément. Merci Viviane d'être venue pour nous raconter ton expérience et puis partager avec nous le bonheur qui est le tien aujourd'hui. C'est très gentil. Et merci à toi. Si vous voulez en savoir plus spécifiquement sur la vestibulodynie, vous pouvez écouter l'épisode 13 du podcast Marie sans filtre, intitulé « Je souffre de vaginisme ». C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.